L'UTMB, c'est un peu un rêve, un défi, quelque chose que je pensais un peu d'inaccessible. J'ai démarré sur marathon très tôt, à 18 ans. J'ai couru mon premier marathon. Et puis derrière, c'est plutôt mon père et mon frère qui ont fait beaucoup d'ultra trail, avec aussi un copain, David. Et derrière, je les ai vus faire ça. Et puis je me suis dit, un jour, j'ai raté le virage quand ils ont démarré, mais je me suis dit, mais est-ce que c'est possible? J'aimerais tenter. Pour préparer un UTMB, moi je me dis il faut à peu près 2 ans globalement pour monter en charge. Moi déjà marathonien, j'ai 11 marathons à mon actif, donc je sais gérer un entraînement. Voilà. Maintenant il faut l'adapter à cette longue distance. Et quand on travaille cette partie-là, j'ai pas beaucoup de week-ends, j'ai pas beaucoup de temps pour sortir. Donc derrière, moi j'ai accès à chaque fois des longs week-ends d'entraînement par les week-ends chocs ou les courses, comme étant des moments dimensionnants de mon entraînement, pour passer par exemple d'une course d'un trail en début d'année qui va être 20 km, puis 40, puis 80, 100, et pour arriver à l'UTMB sur le 170. Et entre tout ça, je rythme avec des entraînements un peu de plat, un petit peu de montée, des sorties d'1h30 dans le parc de Saint-Cloud avec un petit peu de dénivelé. Mais toute la partie montagne va vraiment se faire à Chamonix ou sur d'autres courses. Je suis plutôt pas mal préparé parce que j'ai un entraînement qui tient la route. Et puis j'abandonne à Arnouva au kilomètre 100 à peu près. Là, une gestion sur laquelle je pense que j'ai essayé d'en faire un petit peu trop en termes d'alimentation. Et du coup, j'ai pris un petit peu plus de sucre que d'habitude. Et en fait, j'arrive un petit peu avant Courmayeur en étant écœuré par le sucré. Et du coup, cet écœurement fait que j'ai du mal à absorber de nouveaux éléments et petit à petit, même à Courmayeur, j'arrive plus à manger. Je m'hydrate beaucoup, mais du coup, je dilue encore le sel qui me permettait d'absorber les nutriments et du coup, incapable de manger quoi que ce soit. Je vois les médecins et donc on dit j'essaie de manger une soupe un peu salée qui passe moyennement. Ils me donnent un médicament et puis on se met d'accord en disant je pars avec des victuailles et être capable de traverser. Et puis si j'y arrive pas au bout d'une demi-heure et que mon estomac, j'arrive pas de nouveau à m'alimenter, au bout d'une demi-heure, je fais marche arrière. Je suis reparti et j'ai pas réussi. L'estomac, incapable de m'alimenter. Donc du coup, abandon au kilomètre 100. Personne sur 3 qui est très entraînée et qui est qualifiée à l'UTMB n'y arrive pas. Donc en fait, l'entraînement te permet de couvrir plus ou moins de côté aléatoire. Et moi, mon entraînement, il est quand même léger. Et donc, je suis beaucoup plus soumis aux aléas que quelqu'un qui peut faire 2 fois plus d'entraînement dans la semaine et qui aura derrière la puissance physique nécessaire, une endurance meilleure. Je me dis, mais en fait, je suis arrivé quand même pas mal au kilomètre 100. Mon entraînement tient la route, mon équipement tient la route, j'ai pas de bobo. J'ai raté quelque chose, certes, mais c'est de ma faute. Donc du coup, petit à petit, je vois des clés pour justement préparer un nouveau défi et me dire mais est-ce que j'y retournerai pas? Puis on a eu la chance d'être tiré au sort et donc la même équipe repart. Alors là, c'est fantastique. Derrière, je sens un petit truc, mais globalement, j'arrive à hyper bien m'alimenter. J'arrive à Courmayeur, je mange bien. Je mange pas autant que je l'aurais aimé, mais je mange quand même bien. Je suis vraiment en forme. Très très loin derrière des difficultés d'alimentation. J'arrive au refuge où je m'étais posé la question de savoir quoi faire. C'est à cet endroit où je rattrape mon frère. Du coup, ça y est, c'est bon, on repart ensemble. Et puis on va traverser le Grand Col Ferret aussi. Là, on arrive avant la nuit, 18h tout là-haut. Je commence à sentir que les autres montées vont être très très lentes. Et puis on passe de l'autre côté, on passe en Suisse. La deuxième nuit va arriver, donc là, vrai beau challenge pour la deuxième nuit. Ce qu'on attend en fait quand on est un coureur entre guillemets lent de l'UTMB, c'est cette deuxième nuit. Petit à petit, on a gagné du temps sur la barrière horaire et à Trient, on a 4h30 d'avance sans forcer. Et donc là, on décide de faire un petit dodo d'une demi-heure avant d'attaquer les dernières montées. Tout va bien, mais malheureusement, l'euphorie, la fatigue, là je fais un peu l'inverse de ce que j'avais fait l'année d'avant, c'est que pris dans la deuxième nuit,
j'oublie de m'alimenter toutes les demi-heures, de boire un petit peu tous les quarts d'heure, etc. Et je me retrouve dans une situation sur laquelle tout d'un coup je regarde ma montre et il y a 1 heure qui est passée en plein milieu de la nuit, j'ai ni bu ni mangé, grosse erreur. Et petit à petit, voilà, donc c'est cette dérive qui tombe et qui fait que voilà, je commence à souffrir à partir de 5 heures du matin et dans l'ascension avant d'aller de redescendre sur Valorcine. Là, je commence à être dans le brouillard et j'ai des moments sur lesquels je ne sais plus si je suis dans un rêve ou si jamais c'est ma vraie vie. Dans la nuit, tout d'un coup, je suis sur un chemin à peu près seul avec ma frontale. Et effectivement, les cailloux, je vois une pièce de 5 € par terre, à quelques mètres. Je sais que c'est pas ça, mais je m'en rapproche et je vois vraiment une pièce de 5 €. Ça n'existe pas une pièce de 5 €, mais elle était grosse, elle faisait cette taille-là, et je vois marqué 5 € dessus. Et mon cerveau savait que c'était, donc j'avais la lucidité de savoir que c'était pas ça, mais il m'a fallu arriver à quelques dizaines de centimètres pour voir que c'était une pierre un peu arrondie avec un vague signe de 5. Voilà, il n'y avait pas du tout de signe d'euro ou quoi que ce soit. Voilà, une autre hallucination avec un chevalier, alors c'était une souche sur le côté, et j'ai effectivement vu le chevalier qui me regardait avec son bouclier et son épée. Je voyais ça jusqu'à y toucher, quoi. Voilà. Et puis tout d'un coup ça disparaissait, puis c'était une souche. Je commence vraiment à être dans un état second. Voilà, je pense manque d'alimentation, je commence à tirer un petit peu. Et puis c'est là où David nous rattrape et on est à 3. Et puis mon frère et David décident de m'accompagner jusqu'à l'arrivée parce que les 4h30 d'avance que j'avais fondent comme neige au soleil. Et on arrive, voilà, à chaque fois, moi je suis fatigué, je fais 50 mètres et puis j'ai envie de m'arrêter. Et puis ils me disent non, c'est pas l'arrivée, tu continues, quoi. Et donc derrière, se refocuser à chaque fois. Ça m'a bien aidé pour monter. Puis même dans la dernière pente sur la flégère, ils m'ont donné un coup de main en me poussant un petit peu. Et à la flégère, on arrive avec un quart d'heure d'avance. Et donc la flégère, c'est le vrai dernier arrêt. Donc on a 15 minutes d'avance sur la barrière horaire à la flégère. Et derrière, ils te laissent descendre. Voilà, donc, enfin, ils te laissent descendre, tu as quand même les fermeurs qui sont là et qui te poussent. Parce que là, j'étais encore assez fatigué, je dis non, mais moi je vais me poser sur le côté là. Puis le fermeur me dit non, mais là, soit vous continuez, soit c'est fini. Donc derrière, je fais la fin lentement. Et puis petit à petit, l'énergie revient. On arrive tout en bas. Et là, derrière, les 2 derniers kilomètres, l'énergie est revenue. Ça y est, c'est reparti pour 2 kilomètres de course à pied. Assez lent quand même. Et puis la joie d'arriver avec mon frère tout en bas qui m'a complètement attendu. C'est une grande joie parce qu'effectivement, je ne savais pas si j'en étais capable ou pas. Et donc du coup, c'est dire, ouais, c'est chouette. Et puis voilà, le lendemain à la maison de dire, je pense que passer sous les 40 heures, c'est possible.